Bienvenue sur Musulmane en chemin, le podcast qui t'accompagne à cheminer vers Allah, te connaître, t'apprécier pour une vie épanouie ici-bas en préparant l'au-delà. Je suis Amina Zamoun, ingénieure, coach professionnelle, étudiante en sciences islamiques et ici ta coach musulmane qui t'aide à prendre soin de toi et de ta foi. Ça te dit ? Alors c'est parti ! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes sœurs, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle interview d'une musulmane en chemin qui se trouve juste là, je vous la présente juste après. Pour rappel, juste 2-3 petites informations par rapport à l'objectif de ces interviews. Le premier, c'est de mettre en lumière des sœurs musulmanes, parce qu'il faut avouer qu'on est un petit peu oublié des médias traditionnels. Légèrement. Un petit peu. Également, du coup, en étant plus représentative, d'inspirer et de donner des exemples de ce qu'il est possible de faire. On n'est pas parfaite, mais l'important, c'est d'essayer de donner un petit peu un exemple. Également, pouvoir s'exprimer en tant que femme musulmane, donc de donner la voix aux femmes musulmanes. Et pour finir, je vous disais, on n'est pas parfaite, c'est aussi de montrer qu'on a toutes nos épreuves et de montrer qu'on est tout en chemin. Voilà un petit peu pour l'objectif de ces interviews. Sans plus tarder, je vous présente du coup Laura Doyen, qui est à mes côtés. Bienvenue Laura, déjà, je suis ravie que tu sois là. Merci, ça m'a écouté. Merci de m'avoir invitée, ça me fait très plaisir d'être ici. Avec grand plaisir, ça me fait plaisir aussi. Du coup, je te présente Laura et puis tu ajouteras ce que tu veux par la suite. Pas de souci. Donc Laura, tu es avant tout une musulmane en chemin, c'est pour ça que tu es ici avec moi. Tu es également une experte de la petite enfance, donc tu as à la fois un CAP petite enfance et un diplôme d'État d'éducatrice de jeunes enfants. C'est ça. Tu es maman d'un petit garçon, ou plutôt d'un grand garçon maintenant. Il sera toujours. Toujours. Et tu es du coup, au niveau spirituel, tu es convertie à l'islam depuis 12 ans maintenant. C'est ça, exactement. Déjà. Le temps passe vite. C'est clair. Et tu es sinon, pour info, tu es une grande fan de lecture. Et ça, c'est vrai que tu nous le montres beaucoup, je trouve. Même sur les réseaux, tu nous parles beaucoup de lecture. Que ce soit pour tout, hein, que ce soit... sur les réseaux, je partage plus tout ce qui va être lecture, développement personnel, le développement de l'enfant et tout. Mais que ce soit les romans historiques et tout, je suis une très grande fan de lecture. Ouais, ça, on l'a bien vu. Et tu es aussi passionnée du coup du développement humain et notamment de l'enfant. C'est ça. Et d'où ta passion et ton métier aujourd'hui. C'est ça. Je me demande comment on est devenu ce qu'on est aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qui fait quand on était petit qu'on est devenu les adultes qu'on est aujourd'hui, et qu'est-ce qui fait qu'on peut améliorer finalement l'humanité, si je puis dire, en jouant maintenant sur les enfants. Je trouve ça tellement passionnant. Ah mais je sens aussi en toi là, je sens l'ambition en toi, tu vois, tu parles de changer l'humanité et j'aime beaucoup, enfin vraiment c'est... Bah c'est ça, hein. C'est ce qu'il faut, surtout quand on voit l'actualité, il faut qu'on comprenne quelles erreurs on a pu faire avec, quelles erreurs nos parents, avec ce qu'ils savaient, hein, parce qu'on ne peut pas leur jeter la pierre. Aujourd'hui on a plein de faits scientifiques, on a plein d'expériences qui ont été menées, mais que nos parents ne connaissaient pas avant. Et qu'est-ce qu'on peut changer pour que finalement les adultes de demain soient beaucoup plus portés sur l'environnement, sur l'autre être humain, pour arrêter si possible des guerres, ce serait super. Ça serait bien, n'est-ce pas ? Donc, trop bien, vraiment. Machallah, je suis trop contente que tu sois parmi nous. Et du coup, avant de continuer et de poser plein de questions, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose par rapport à ta présentation et qui tu es ? Alors, comme tu l'as dit, je suis convertie, donc je suis française, pure souche, et j'ai beaucoup envié tous mes camarades quand j'étais petite, parce que ils avaient un bled, et moi je voulais avoir un bled. Moi aussi je voulais partir en vacances ailleurs que en France, et j'ai toujours eu envie d'avoir un autre pays, parce que je trouve que la double nationalité c'est trop bien d'un point de vue... même culturel, t'apprends d'autres choses d'un autre pays et tout. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu avoir et que j'ai pas eu. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Peut-être dans ma famille très lointaine, j'avais un bled avant. Je n'en sais rien. C'est possible. Hein. C'est possible. Hein. Maintenant, il y a plein de choses qu'ils ont mis en place pour qu'on puisse découvrir si on a d'autres origines. Donc j'ai bien l'intention de creuser de ce côté-là. Petit test ADN, c'est ça ? Oui. Ma mère l'a fait. J'attends de le faire moi parce que je suis un peu de ma mère, un peu de mon père. Donc forcément, j'ai deux côtés. Et comme il n'y a que ma mère qui l'a fait, ça se trouve mon père va me permettre de découvrir des choses. Un bled du coup, c'est ça ? Exactement. Et je vous annoncerai bientôt, ça y est, j'ai un bled moi aussi. Donc
à toutes les auditrices là qui n'en pouvaient plus d'aller au bled 2 mois pendant l'été, voilà, Laura qui voulait, qui veut avoir un bled. Voilà, exactement. Place, quoi. Genre, on aurait dû échanger. Et deuxième petite chose, ça va être très particulier, mais j'ai grandi entourée d'animaux assez atypiques, puisque mon papa est un grand passionné des reptiles. Donc j'ai grandi entourée de serpents, de lézards, de crapauds, de grenouilles, de tritons, tous les trucs qui sont pas beaucoup appréciés et qui pourtant sont très très fascinants, eux, autant que n'importe quel autre animaux d'ailleurs. Et donc je sais que moi, mes copains, quand j'étais petite, ils venaient à la maison, pas pour moi. C'était pas moi le sujet principal, c'était pour voir mes serpents. Donc voilà, je voulais partager ça parce que je trouve qu'ils ont pas une bonne réputation, qu'ils sont pas beaucoup appréciés et pourtant ils ont plein de choses à nous apprendre. Donc je trouve ça intéressant d'en parler. C'est clair, quand tu me l'as dit en off tout à l'heure, j'étais là, quoi ? Mais je ne savais pas, Laura, tu ne m'as jamais dit. Si, j'ai 2 lézards à la maison. J'ai un lézard à collerette, le fameux lézard donc, en fait, t'en avais chez tes parents, mais t'en as aussi chez toi. J'en ai chez moi, parce que mon fils, il a hérité ça de son grand-père. C'est devenu un grand fan, parce que mon père arrêtait pas de lui en parler. Quand il partait en forêt et tout, il cherchait les lézards et tout ça. Et puis, faut savoir qu'il y a des grands salons aux Pays-Bas notamment et en Allemagne. Et du coup, un jour, on a décidé d'emmener mon fils avec nous. Et là, il est tombé en nez à nez avec le fameux lézard de Jurassic Park, tu sais, celui qui a la grande collerette. Et puis, ça a été les yeux doux, maman. Il est trop beau, tu verras. Et franchement, il s'en occupe hyper bien. Moi, je sais que j'ai eu plein d'animaux et je m'en occupais pas très bien, mais lui, il s'en occupe trop bien. Alhamdoulilah. Et donc, du coup, il a eu son lézard à collerette et moi, c'est un pogona que j'ai. Voilà. Oh là là. Mais c'est fou, c'est cool que tu partages ça parce qu'effectivement déjà c'est atypique. Clairement, oui. Et en plus c'est la nature, c'est la création d'Allah et du coup c'est un beau moyen de se relier à Dieu aussi. Et clairement. Et je trouve aussi pour les enfants, ça leur apprend aussi qu'il y a une diversité, pas que chez les humains, mais aussi chez les animaux. On se contente pas du chat, du chien et du lapin, quoi. Il y a plein d'autres animaux à découvrir qui peuvent nous apporter plein de choses. Trop bien. Merci pour ces ajouts avec plaisir. Que j'aurais pas pu imaginer, tu vois. Et du coup, c'est cool que tu commences à nous parler un peu plus de toi au niveau personnel. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ton parcours de vie pour justement qu'on comprenne un petit peu plus qui tu es, d'où tu viens, voilà. Ok. Alors moi, j'ai 33 ans. Donc j'ai un petit grand garçon de 11 ans et à la base je voulais être maîtresse d'école. Ça a été un rêve pendant hyper longtemps. En fait, j'aime transmettre et donc je voulais être maîtresse d'école et finalement quand je suis arrivée à la fac, ça ne me correspondait mais pas du tout. Parce que je pense qu'à cette époque, j'avais pas la maturité nécessaire pour me dire voilà, il faut que tu révises pendant tant de temps, il faut que tu mettes ça en place, il faut que tu sois assidu et tout. Et donc, j'ai quand même voulu rester chez les enfants et j'ai passé mon BAFA. Et là, pour moi, ça a été la révélation, quoi. Parce que tous les enfants m'adoraient, m'aimaient, pardon. Je sais pas trop ce qu'ils faisaient qu'eux, mais du coup, tous les enfants, maman, Laura, elle est trop bien, moi, je vais être dans le groupe de Laura et tout. Et c'est là que je me suis dit, écoute, tu peux pas être prof d'école parce que il faut faire un bac plus 5 et pour l'instant, en tout cas, j'étais pas prête pour. Mais il y a d'autres moyens finalement d'être en présence d'enfants, d'autres moyens de transmettre aussi parce que ça passe pas que par l'école. Et du coup, je suis devenue animatrice pendant 5 ans et mon fils est arrivé et en fait, l'animation et avoir un enfant, ce n'est pas possible parce que les horaires, c'est 7h du matin, 7h du soir. Ouais. Et c'est vrai que j'étais beaucoup dans l'optique de j'ai un enfant, donc c'est moi qui dois m'occuper de lui, c'est moi qui dois l'élever. Je voulais pas que... clairement, je voulais pas qu'il aille en crèche, je voulais pas qu'il aille en assistante maternelle. Et donc j'ai tout fait pour pouvoir rester avec lui. Okay. Donc voilà un peu... Et du coup, qu'est-ce que tu as fait à cette époque-là ? Du coup, tu as arrêté... Alors du coup, j'ai négocié une rupture et du coup, j'étais au chômage. À l'époque, j'avais eu le droit à 3 ans de chômage. Ah ouais. Maintenant, ça n'existe plus. Non. Parce que ils ont diminué le temps. Mais à cette époque-là, j'avais eu le droit à 3 ans de chômage. Donc j'étais restée avec lui. En fait, pendant mon chômage, j'ai passé mon CAP petite enfance en VAE. Donc en fait, tous les diplômes que j'ai, je n'en ai passé aucun à l'école. Je les ai passés que en validation des acquis, en fait.
Et donc j'ai eu mon diplôme parce qu'en fait, comme j'avais fait 5 ans d'animation, finalement, et surtout 3 années chez les petits, bah, on peut valider son CAP. Donc s'il y a des sœurs ou des personnes qui écoutent, au moins ils sauront qu'ils peuvent avoir cette possibilité. Et puis après, j'ai commencé à faire des missions d'intérim en crèche. J'avais trop peur parce que je suis quelqu'un de très actif. Et je me suis dit, mais des bébés, mais qu'est-ce que je vais faire avec des bébés? Mais je vais m'ennuyer. Et en fait, pas du tout. Bah non. Jamais, on ne s'ennuie avec un bébé. Et donc, bah, du coup, j'ai commencé les missions d'intérim. La fin du chômage est arrivée. Et j'ai dû trouver un poste plus fixe en crèche. Et c'est là que j'ai commencé à travailler dans la micro-crèche dans laquelle j'étais. Ok. Et c'était bien. Bon, il y a des choses à redire, mais on va dire que c'était bien. Ça m'a appris beaucoup. Et c'est surtout que la directrice de la crèche, elle croyait en moi plus que moi. Vraiment. Et elle m'a dit, mais toi, t'es pas CAP, entre guillemets. Toi, t'es EJE. Il faut que tu passes ta VAE pour EJE. Et du coup, bah, comme ça, j'ai décidé... Éducatrice, du coup, c'est ça? Éducatrice de jeunes enfants. Et donc, du coup, j'ai passé ma VAE d'éducatrice de jeunes enfants. Trop bien. J'ai utilisé mon compte CPF pour avoir un accompagnement, parce que c'est quand même un gros dossier. On nous demande beaucoup de choses et j'avais peur de ne pas savoir exactement quoi dire. Et en 8 mois, j'ai passé donc, l'écrit. Donc j'envoie mon... T'as 2 livrets, t'envoies 2 livrets. J'ai envoyé mon 2e livret qui a été validé. Et après, j'ai passé l'oral. J'ai jamais eu aussi peur que ce dessus. J'ai trop peur ce jour-là. C'était dur. C'était dur. Et en plus, on nous dit... Pour montrer que vous êtes... pour n'importe quel VAE, en fait. Quand on passe l'oral, il faut qu'on montre qu'on a déjà le diplôme. Et on m'a dit, il faut que tu sois sûr de toi. Alors, à l'intérieur de moi, je tremblais. Et la personne qui me fait passer l'oral, elle me dit... pourquoi on vous donnerait ce diplôme? Et là, je me suis dit, bon, ils ont dit qu'il fallait que je sois sûre de moi. Je lui ai dit, parce que je suis déjà éducatrice. Il me faut juste le papier pour le justifier. Et ça marchait. Incroyable. J'en revenais pas que ça ait fonctionné. Et après, j'ai eu mon diplôme et je suis passée éducatrice de jeunes enfants dans la crèche dans laquelle j'étais. J'ai dû quitter cette crèche parce que j'ai développé des gros problèmes de dos. Tout c'est un métier qui est pas facile. Surtout dans les micro-crèches. Alors, j'imagine que c'est pas partout pareil. Mais en tout cas, là où j'étais, c'était difficile parce que on s'est retrouvés très souvent à 2 avec une dizaine d'enfants. Ah ouais, c'est beaucoup quand même. C'est ça. Et donc, à devoir porter, à devoir poser, on devait déplacer les meubles parce qu'on devait faire le ménage et tout. Et au bout d'un moment, mon dos, il m'a dit stop, on s'arrête là, on va faire une pause. Donc, j'ai commencé par la pause. Sauf que ça s'est malgré tout empiré. J'avais l'impression d'être dans un corps d'une personne de 80 ans. C'était horrible. Avoir cette impression que c'est pas notre propre corps, sincèrement, c'est, je pense, une des pires épreuves que j'ai pu vivre. C'est d'avoir l'impression de ne plus posséder mon corps, d'être bloquée. J'ai dû faire des infiltrations, je marchais voûtée. Je me rappelle de parents qui me regardaient à la crèche en me disant « mais ça va aller ?» Je disais « oui », mais en fait non, ça n'allait absolument pas. Et puis la gestionnaire de la crèche a vu que c'est pas que je servais plus à rien, mais bon, je pouvais plus porter, je pouvais plus dépasser mes meubles, alors que ça faisait partie des choses à faire, quoi. Et du coup, j'ai pu partir en négociant mon départ, quoi. Et étonnamment, il m'a fallu 2 mois et hop, j'étais repartie. Pas physiquement, tu veux dire En fait, avec du recul, je me dis que il y avait aussi les conditions de travail qui étaient hyper dures. Parce que comme je t'ai dit, 2 avec une dizaine d'enfants, quand on est très sensible, je peux t'assurer qu'il y a plein de fois, j'ai dû sortir de la pièce pour pleurer. Parce que psychologiquement, entendre des bébés pleurer, c'est déjà très difficile. Mais en plus, avoir la frustration d'avoir l'impression de ne pas répondre à leurs besoins comme je le voudrais, c'était trop dur. C'était trop dur. Donc je pense qu'il y a de ça, en fait. Du coup, j'ai tout coupé. Et puis après, encore une fois, les choses sont bien faites. Parce que j'étais en turban, je priais pas à l'heure. Ça me coûtait, ça me coûtait. Je devais rattraper mes prières en rentrant à la maison. C'était difficile. Et puis après, je me suis dit, écoute, Laura, tu as son diplôme d'éducatrice de jeunes enfants. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour te lancer à ton compte? Qu'est-ce que tu peux faire pour y aller, quoi, finalement? Et puis, après, je me suis spécialisée dans les réflexes archaïques, dans le sommeil, en fait, tout ce qui concerne l'enfant. Je continue de me former parce qu'on découvre des choses tous les jours et c'est ça qui est magique avec le corps humain, le cerveau, le développement et tout. C'est qu'on découvre des trucs tous les jours. Donc, je continue tous les jours de me former pour accompagner vraiment au mieux les familles parce que, en fait, je me rends compte en France,
on est parents, mais on nous dit rien avant d'être parents. C'est-à-dire que personne nous prévient que on va avoir un enfant, c'est cool, mais qu'on ne le connaît pas, qu'on ne sait pas décrypter ses pleurs, qu'il risque de pleurer beaucoup sans qu'on comprenne le pourquoi du comment, et qu'on ne sait pas au début vraiment quelle pleur correspond à quoi, qu'on ne sait pas que le sommeil il est totalement différent de celui de l'adulte, que en fait c'est incroyable, c'est qu'on ne contrôle même pas son propre corps. Tu le vois, les bébés ils giflent et nous on rigole, on dit oh t'as vu c'est giflé. Bah ouais, mais en fait le pauvre, parce qu'en fait il contrôle pas ses bras, il contrôle pas ses jambes, il contrôle rien, et ça on nous le dit pas. Et du coup je me dis c'est pas juste déjà, ok, parce que je pense qu'on serait mieux préparé si on savait toutes ces choses là. Et moi qui ai été maman solo très rapidement, il y a plein de fois où je me suis sentie dépassée et seule. Et même les mamans, j'ai eu des mamans qui n'étaient pas solo et qui malgré tout se sentaient seules, parce que y a des papas qui travaillent beaucoup, parce qu'il faut bien, faut se nourrir. Et du coup, elles ont cette impression d'être toutes seules. Et ça, je trouve ça tellement dommage. Et donc c'est pour ça que j'ai créé mes réseaux, et c'est pour ça que je veux transmettre tout ce que j'apprends. Douceur et soutien. Exactement, douceur et soutien. Et parce que j'aimerais vraiment qu'il n'y ait plus de mamans qui se sentent seules. Je sais que c'est un peu utopique. Non, c'est ta part. Et, comment dire, toi, tu fais les causes, j'ai envie de dire. Tu fais les causes pour accompagner, pour aider. Après, bien sûr, qu'il y a Allah, mais on a besoin des uns et des autres. C'est ça. Et du coup, c'est vraiment trop bien. Et je trouve que ça fait complètement sens. Et c'est marrant parce qu'on n'a jamais parlé, du coup, de cette période... avec tes maux de dos, etc. Mais moi, je me dis, tu vois, j'ai l'impression que Allah, il te donnait des signes mais clairement. dans ton corps, parce que si tu me dis qu'en plus, 2 mois après, c'était bon, clairement. Incroyable. Mais vraiment, en fait, je voulais tenir pour les enfants. En priorité, c'était vraiment parce que les enfants étaient très attachés à moi, les parents aussi, c'est pas pour me lancer des fleurs ou autre, mais vraiment, les enfants étaient très attachés. Et du coup, je me suis dit, faut que je tienne. Et en fait, non. Franchement, quand le mental, quand il faut que tu quittes un endroit, quoi qu'il arrive, il y aura quelque chose qui va se passer pour que tu quittes cet endroit. Quoi qu'il arrive, Allah, il va faire en sorte que tu vas partir, que tu le veuilles ou pas. Même si tu mets toute la volonté du monde, non, en fait, c'est écrit comme ça, faut que tu quittes cet endroit, et tu le quittes, c'est comme ça. Ouais, et puis c'était... moi, ce que j'entends, c'est que c'était la meilleure chose à faire pour toi, mais aussi pour les enfants, parce que tu me dis que tu avais du mal à les porter, du mal à répondre à leurs besoins. Enfin, du coup, c'est ça. Tu vois, des fois, on a aussi l'impression, tu vois, que effectivement, alors attention, je mets des pincettes à ce que je dis, mais qu'on est parfois irremplaçable, que l'autre a besoin de nous. Mais en fait, dans la vie, il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer, quoi. On peut... Et c'est normal, les enfants, après, effectivement, ça peut être douloureux pour eux, une séparation. Oui, c'est sûr. Mais ça fait partie de la vie, en fait, aussi. C'est sûr. Donc, après, c'était plus dur, c'était pour mon fils. Ouais. Parce qu'avoir une maman qui rentre le soir et qui est plus disponible, ouais. Je pense que c'est ça aussi qui a été le déclic, c'est que mon fils, il me voyait, et je me rappelle de fois, vraiment, mais qu'Allah me préserve, mon bébé d'amour, mais qui m'a regardé en me disant, mais maman, on s'en fout de l'argent. Là, ce qui est important, c'est que t'aies plus mal au dos. Donc, c'est pas grave. Tu quittes la crèche, même si on a moins d'argent, maman, c'est pas grave. T'as vu comment ils ont le sens des priorités, les enfants ? Mais plus que nous, je trouve. Ouais. C'est pour ça que j'aime les enfants, c'est qu'ils ont trop de choses à nous apprendre. Et ce jour-là, je me suis dit quand même, Laura, c'est quand même... mince, même ton fils, il te dit, là, stop, faut que t'arrêtes. C'est trop dur pour toi, mais c'est aussi trop dur pour lui de voir que sa mère, qui a 33 ans, elle se dégrade, entre guillemets, et que... je rentrais, j'étais sur le canapé, je faisais rien. Et c'est vrai que ça a été une période très très difficile. J'imagine. Mais franchement, t'en ressors plus fort. Clairement, quand tu t'arrives des trucs comme ça, déjà tu te dis la santé mentale et physique, sincèrement, c'est hyper important. C'est là où tu réalises à quel point t'as de la chance de te lever, de marcher correctement. À ce moment, je me suis dit, mais j'avais trop de chance. C'est pas que j'avais plus de chance à ce moment-là, pas du tout, mais... d'être en bonne santé, de pouvoir faire ce que je veux, parce que j'ai dû arrêter... moi qui suis une passionnée de volley, je ne l'ai pas dit, mais le volley, c'est mon sport, quoi. Et moi qui suis une passionnée de volley, j'ai dû arrêter. J'aime beaucoup le sport parce que ça permet d'extérioriser. Je ne pouvais plus. Rien que marcher, me promener avec mon fils, c'était plus possible. Et quand j'ai récupéré, après ces 2 mois où j'allais mieux, j'avais toujours une espèce de... Bon, je pense que ce sera toute ma vie, encore aujourd'hui, mais une espèce de tension, parce que quand tu as une sciatique... Voilà, il y a des moments où ça va mieux que d'autres. Mais en soi, ça allait mieux. C'est là que je me suis dit, c'est trop bien d'être jeune. Et puis, trop bien. Moi, je dis aussi que la sciatique, là, donc ça c'est à vie, là, c'est ce que tu dis, c'est ça ? Oui.
Mais du coup, c'est un bon rappel peut-être dès que tu dépasses un peu tes limites. Exactement, je pense que c'est ça. Ton corps, il te dit, hop, 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 on va s'arrêter là, on va se détendre, tu vas te poser un peu, profite, et voilà. Tout est bien fait, alhamdoulilah. Ouais, franchement, alhamdoulilah. Et je remercierai jamais assez Allah pour cette épreuve qui finalement m'a apporté que du bien, parce que malgré tout, ça m'a permis de me lancer sur les réseaux, ça m'a appris à avoir... Parce qu'à la base, je suis une personne extrêmement timide, j'ai toujours eu un complexe et je rougis très 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 vite. Et du coup, ça a toujours été extrêmement difficile. Et au début, quand j'ai commencé mes vidéos sur TikTok et tout, je bégayais, c'était pas normal, hein. Et c'était dur. Hein. Aujourd'hui, ça va, je prends mon téléphone, c'est comme si je parlais à plein de copains. donc, ça m'a permis de prendre confiance en moi et d'apprendre, parce que finalement, quand tu travailles à temps plein, tu veux apprendre, mais t'as pas le temps, en fait. T'es en 35 heures, t'es au boulot, t'essayes dans ta pause, tu te dis je vais lire, mais t'es fatigué. T'es fatigué, t'as pas envie. Donc du coup, ce qui est bien, c'est que ça m'a permis de me former après. Et ça, il n'y a rien de tel. Franchement, les formations, je trouve que c'est hyper épanouissant. Trop bien. Et puis comme tu le dis aussi, je me permets, parce que tu en as parlé avant, c'est que du coup, là, dans ton organisation, tu peux aussi remettre ta religion au centre, en fait. Ah mais carrément. Donc déjà porter ton hijab comme tu le souhaites. Exactement. Faire ta prière à l'heure. Et en fait, on se dit que c'est des choses de fou, mais en fait, ça devrait être notre quotidien, en fait. Exactement. Ça devrait faire partie de notre vie. Ça devrait être la base, en fait. Mais c'est ça. Aujourd'hui, c'est difficile, malheureusement. Après, c'est difficile ici. En France, oui. Il y a des pays qui acceptent très bien qu'une personne prenne 5 minutes de pause pour aller prier. Hein, totalement. Et c'est dommage parce que, quand tu regardes, j'ai été animatrice, les pauses clopes, bien sûr. Mais les pauses prières, t'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Je me rappelle quand j'étais animatrice, des fois je me cachais. J'avais ma meilleure amie, qui est maintenant ma meilleure amie aujourd'hui, qui faisait le guet devant la porte pour que moi je puisse aller me cacher dans un coin pour pouvoir prier. Parce que même elle trouvait ça pas juste qu'elle puisse aller prendre sa clope pendant 5 minutes et que moi, 5 minutes, j'ai pas le droit de prier. Et c'est dommage parce que si on veut des personnes vraiment épanouies dans leur travail, je pense que c'est des choses importantes. Totalement. De leur permettre de faire ce qui leur correspond spirituellement. Et la prière, ça en fait partie. Ouais. Après, je me permets du coup sur le sujet de la prière à l'heure et tout, ça me fait penser qu'il y a quelques jours, là, j'ai fait du coworking avec des sœurs dans un espace de coworking, enfin, espace de coworking, slash resto, enfin bref. Et en fait, y a eu le moment de Salat ad-Dohr. Et en fait, je me suis souvenue d'un truc qu'on nous a dit en cours de sciences islamiques, en fait, tu peux toujours trouver un moyen de faire ta prière. Et là, je me suis dit, ok, il n'y a pas de mosquée à côté. On est dans un grand café avec tout le monde, c'est un espace ouvert. Tu fais comment ? Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? J'ai demandé à la dame d'entretien. Déjà, je lui ai demandé où est-ce qu'il y avait des toilettes handicapées où tu peux faire ses ablutions, tu sais, plus facilement. J'en ai trouvé. Et puis après, je lui ai demandé est-ce que c'était possible de faire notre prière quelque part ? Et elle m'a gentiment dit oui, mais vous pouvez le faire dans le local à ménage, tu vois. Et je dis oui, super. Et du coup, il y a une sœur qui était avec moi, elle était là, oui, mais c'est trop bien, j'aurais pas pensé, tu vois. Bon, moi aussi, j'aurais pas forcément osé ou pensé avant. Mais maintenant, je trouve que c'est normal en fait. Et tu vois, cette dame-là, pas du tout musulmane, enfin, a priori, j'ai pas l'impression. Et puis elle était là normale, enfin oui, pas de souci, tu vois. Et donc je pense qu'on a aussi beaucoup d'alliés aussi aujourd'hui. Dans les médias, il y a beaucoup de gens qui sont contre. Mais, contre, on a l'impression que voilà, on est des tares, enfin voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui comprennent, comme tu me dis, ton ami. Et il y en a plus qu'on pense, sincèrement. Et donc, faut pas hésiter à leur demander, en fait, parce qu'il y en a plein qui sont open. Donc, c'est ça. Et aujourd'hui, ma meilleure amie est convertie. Alhamdoulilah. Incroyable. Je te jure, incroyable. Et qu'est-ce qui fait qu'elle s'est convertie ? Après, on va voir comment toi, tu t'es convertie, mais qu'est-ce qui fait qu'elle rapidement... ça faisait très longtemps qu'elle s'intéressait à l'islam, des années. Et puis, il y a un an, j'ai pleuré le ramadan dernier. Elle commence le ramadan, elle me dit Juju, parce qu'on est des jumelles sur plein de choses. Et du coup, on se surnomme Juju. Elle me dit Juju, je veux faire la prière. Quoi ? Ça y est, je pleurais. J'étais tellement contente. Ça m'a fait tellement... Faut pas que je pleure devant la caméra. Tu peux pleurer devant la... Ah non, mais vraiment, ça m'a... je sais pas, ça faisait des années que je priais pour que ça arrive et je me suis dit, ça y est, c'est arrivé, alhamdoulilah. Et comme quoi, la patience. Et du coup, ça a été un long cheminement, c'est ça c'est ça, en fait. Ça fait des années qu'elle sait. Qu'elle sait quoi ? Qu'elle allait se convertir. D'accord. En fait, je crois presque depuis le début que je la connaissais. Et puis, en fait, ça a été cette année. Qu'est-ce qui a fait que... Je saurais pas te dire. Il y a qu'Allah qui sait. Des fois, tu as le déclic qui fait que...
Mais ça a été l'année dernière, il fallait Trop qu'elle se bien. convertisse et elle a commencé le ramadan et en fait elle s'est dit je peux pas faire le ramadan sans la prière et du coup bam, elle a D'accord. prié tout de suite. Incroyable. Ramadan, un beau moment. Hein, Mais quoi. ouais, franchement c'est un moment où tu te sens tellement, même pour nous musulmans, Bah, hein, bien sûr. où il y a plein de choses qui se passent. Je trouve que c'est un mois qui est magnifique. Trop bien, trop Ouais. ouf. Franchement, alhamdoulilah. Et du coup, c'est... Comment je suis Mo- partie Bah oui. Moi, il faut savoir que le père de mon fils est musulman. Et donc, quand on s'est mis ensemble, il en a beaucoup parlé. Je pense que, sincèrement, le début de ma conversion a été faite pour lui. Ouais. Parce qu'il m'en parlait, parce qu'on ne pouvait pas continuer une relation si j'étais pas musulmane, parce que voilà. Donc, du coup, j'ai commencé à m'interroger sur l'islam, parce que je suis de nature hyper curieuse. J'ai pas forcément regardé au bon endroit. Ouais. J'ai regardé sur Internet. On voit tout et n'importe quoi sur Internet. Et je me rappellerai toute ma vie. C'est que j'ai commencé à me renseigner. Et un jour, je tombe sur un site qui parle de l'homme qui a le droit de battre sa femme. J'ai sorti mon téléphone. Je lui ai dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ouais. Je dis, c'est quoi cette religion de barbare? Comment ça, l'homme, il peut battre sa femme? Et dire que j'étais en train de tomber amoureuse de cette religion, c'est quoi ça? Et donc, du coup, il m'explique, non, mais on va se détendre. Et il me dit, mais non, en fait, vérifie les textes, Ouais. regarde les hadiths authentiques, et tu verras que le prophète, alayhi salatu wassalam, il battait pas ses femmes, justement. Il était doux, compréhensif, affectueux avec ses femmes. Il n'avait pas du tout ce comportement-là. Sauf, la preuve, encore une fois, qu'il ne faut pas regarder tout et n'importe quoi. Hein. Ouais. Il faut faire très attention à ce qu'on décide de lire. Et donc, du coup, est venu un jour où il y a un de ses potes qui se mariait. C'était toute petite mosquée et tout, je me rappelle. On arrive devant la mosquée, je l'appelle, je lui dis, tu dis à l'imam, je me convertis aujourd'hui. Il me dit, quoi? Tu dis à l'imam, aujourd'hui, après le mariage, je me convertis. Il y a le mariage qui se fait, je récite la shahada et je me convertis. J'arrive dans sa voiture et je lui dis, bah maintenant que je suis convertie, on va pas pouvoir faire des bêtises. Donc, faut qu'on se marie. Il me dit, d'accord. Une semaine après, jour de mon anniversaire, Trop ouf. on se marie. Ça a été difficile à vivre pour ma famille parce que à cette époque, hein, c'était il y a 12 ans, l'islam, elle était carrément pointée du doigt. Les musulmans, c'était des pas beaux, des méchants. Et ça a été très, très difficile. Et mes parents, quand je me suis séparée du père de mon fils, je pense qu'ils se sont dit... Ça y est. Alors, je pense que peut-être pas le ça y est, mais en fait, ce qui a été d'autant plus difficile pour eux, c'est que je me suis séparée du père de mon fils. J'ai été les voir, j'ai dit, je porte le voile aujourd'hui. Ah oui. Donc, double épreuve, double peine pour eux. Et je les comprends tellement parce qu'avec ce qu'on voit, franchement, ça fait peur. On se dit que notre enfant, il trouvera jamais de boulot, que il pourra pas reprendre ses études, qu'il trouvera personne. Enfin voilà, l'islam a tellement en France, malheureusement, c'est triste à dire, mais ça a une trop mauvaise vision. Et je pense que la vraie conversion, le moment qui a fait que à cette époque-là, je me rapprochais d'Allah, je lisais beaucoup, je me renseignais beaucoup, comme tu sais, j'aime beaucoup lire. Donc voilà, je me renseignais beaucoup. Mais le truc qui a fait que j'ai voulu porter le voile, que la prière, ça a été vraiment de plus en plus difficile à vivre pour moi. Et tout ça, ça a été mon divorce. Incroyable. Mon divorce, qui a été aussi une très très grosse épreuve dans ma vie, a fait que, à ce moment-là, franchement, ça m'a sauvée. J'ai toujours dit, il y a 2 choses qui m'ont sauvée. Et faut pas que je pleure. Je suis très sensible, je suis une personne qui pleure facilement. Ma séparation a été très très difficile et ce qui m'a sauvée, ça a été mon fils et ma religion. Clairement, si j'avais pas été musulmane, il y a plein de fois où j'ai pensé au fait de ça aurait été plus facile si j'étais plus là. Hein. Parce que ça a été extrêmement difficile, parce que je me retrouvais toute seule, parce que tu t'imagines jamais que ça se terminera comme ça. Et que voilà, ça a été très dur. Donc je me suis raccrochée à ma religion. J'ai prié. Et aujourd'hui, je peux t'affirmer que ce divorce a été la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Et au début, tu m'aurais dit ça au moment où j'ai divorcé, je t'aurais dit c'est pas vrai, mais qu'est-ce que tu racontes, tu mens. Et c'est faux comme quoi la patience, la persévérance, la prière, ça aide, mais vraiment énormément. Et moi, ça m'a aidée. Ça a été, et c'est encore très difficile pour mes parents, surtout moi qui travaille sur les réseaux, où je me prends des fois plein d'insultes. Mes parents, c'est dur.
Voilà, il voit. Et puis, c'est difficile quand tu crois pas. Tu te Ouais. dis, bah, il suffirait d'enlever le voile, il y aurait Bah plus ouais. de problème. Mm. Mais en fait, mon voile, il fait partie de moi aujourd'hui. Ça a été vraiment une décision que j'ai prise, qui a été mûrement réfléchie, parce qu'aujourd'hui, ça fait 10 ans que je porte le voile. Donc, ça date Mais pas du coup, d'hier. je te coupe, je me permets. Oui, oui, oui. Donc tu me dis que ça a été mûrement réfléchi et en même temps c'est arrivé pile au moment de ton divorce. Comment ça s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que je voulais porter le voile. Ouais, Mais je ne voulais pas le faire parce que je savais que mes parents allaient dire tu portes le voile pour le père de ton fils. ouais. Et ça, pour moi, c'était niette. Je ne voulais pas. Et d'ailleurs, si papa et maman, si vous tombez sur cette vidéo, ce qui sera certainement le cas, il faut savoir que je portais le voile quand j'étais pas avec eux. Ah ouais, ok. Mais devant eux, j'enlevais mon voile. Ah c'est marrant ça. J'enlevais mon voile parce que j'avais quand même cette espèce de truc de ils vont pas être fiers de moi, ça va être dur. Et d'ailleurs, quand j'ai porté le voile, ça a été dur pour eux, ça a été très dur pour moi. Parce que bah, comme ils comprenaient pas, bah, j'avais le droit à des réflexions. Aujourd'hui, alhamdoulilah, tu vois, la patience, encore une fois, ça va beaucoup mieux. Même si je sais que mon papa, par exemple, il préférait que je sois en turban. À cause du climat, même s'il me le dit pas, je suis sûre que c'est à cause du climat actuel. Ouais. Parce que quand t'es voilée, bah, il y a des femmes qui se sont agressées, il y a des femmes qui se sont crachées dessus, il y a des femmes qui se sont insultées. Je pense qu'il a toujours cette appréhension de qu'est-ce qui peut se passer. Et donc, il préférait que je sois que en turban. Ce qu'on peut comprendre. Hein. Mais carrément, Ouais, mais papa, vraiment, c'est- clairement. Ça, je peux vraiment... Et puis, je me mets à leur place. Là, j'ai un fils, donc tu vois, Ouais, j'ai bien pas sûr. ces questionnements. Mais je me dis, si j'avais une fille ici, en France, je me questionnerais aussi, tu vois, pour sa sécurité, pour tout ça. Forcément, il y a un moment où je me dirais, bon, ok, pour ses études, comment ça va se passer? Bon, je pense clairement que je partirais, mais ça, c'est un autre sujet, mais voilà. Donc... Ah, c'est marrant parce que en même temps, bon, c'est des débats. Bon, on pourrait partir dans tous les sens avec Ouais, ça. mais tellement, tellement. Mais c'est des débats qui sont intéressants et importants. Et en même temps, je trouve qu'on donne beaucoup trop d'importance aux gens. Mais oui, mais Au clairement. lieu de faire clairement. confiance à Allah à ce moment-là. Parce que tu Exactement. vois, tes études, ton travail, ton risque, ton argent, Ouais. tout ça, c'est. En fait, nous, bien sûr qu'on ne doit pas juste attendre comme ça, pépère, et Oui, que bah ça oui, il vienne. faut faire les causes. c'est sûr. Mais c'est Allah qui décide. Mais et oui. ça, on l'oublie tout Mais le ouais. temps, subhanallah. Mais clairement. Après, c'est humain. C'est humain de l'oublier. Mais oui. Mais c'est important de s'en rappeler, quoi. Et Bah bien oui. sûr, après, les non-croyants, non-musulmans, ils peuvent... c'est difficile d'avoir ce débat avec eux, puisqu'on Oui, a... bah, voilà. c'est ça. Mais déjà, nous, en tant que musulmans, on doit se le rappeler, quoi. Que, Mm. tu vois, même en se disant, même pour les enfants... Alors, bien sûr qu'on doit faire ce qui est le plus juste pour eux. Oui. Ce qu'on pense être le plus juste Mm. pour eux. Si c'est partir, ben c'est partir et tout. Mais en même temps, bah, c'est Allah qui Et c'est décide, ça. quoi. Mais c'est Qui ça. donne. Mais c'est un bon rappel parce que tu vois, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, Ouais. t'es tout le temps en train de te dire oh, est-ce que ce mois-ci va bien se passer? Est-ce que je vais réussir à vendre assez? Est-ce que je vais réussir à avoir assez d'accompagnement? Et en fait, j'étais beaucoup comme ça au début. Et je sais pas, j'ai eu un déclic il y a un mois, vraiment, où je suis devenue beaucoup plus assidue dans toutes mes invocations du matin et du soir, Ok. dans l'invocation notamment pour la subsistance et tout. Ouais. Et le mois dernier, en fait, je suis quelqu'un, j'ai peur du manque. C'est un truc, j'ai peur du manque. En fait, j'ai une amie, Kativa, qui m'a dit, bah, tu sais quoi, prends ton carnet et tu notes. Dès que tu touches quelque chose, même minime. Tu vois, aujourd'hui, j'ai touché 6 centimes. Incroyable. Tu sais quoi, je vais faire des courses. J'ai pas les 6 centimes et le monsieur il me regarde, je lui dis bah c'est pas grave, je vais vous donner direct 10 euros. Donc du coup bah il fallait qu'il me rende la monnaie. Il me dit mais non, vous inquiétez pas. Il a sorti son téléphone, il a mis sa carte bleue, le vendeur hein, il a posé son truc et il m'avait offert 6 centimes. C'est rien 6 centimes, mais je me suis dit C'est un bon rappel, quoi. mais ouais, mais clairement. Et en fait j'ai tout noté, tu vois, je notais tout. Et le mois dernier, je fais mon petit cumul, tout ça entre mes ventes, machin. Actuellement, je suis encore au Pôle emploi, donc il y a aussi, j'ai noté ça et tout. Et en fait, je me dis, mais Laura, t'as archi pas manqué ce mois-ci. T'as touché ce que t'as... En fait, ce que j'ai toujours demandé. Franchement, je m'étais défini une somme. Attends, je vais définir plus grand. Je m'étais défini une somme et j'ai atteint cette somme. Et je revenais pas. Franchement, alhamdoulilah, je n'en revenais pas. Et ce mois-ci était encore mieux que le mois dernier. Tu vois. Et la preuve, en fait, que quand vraiment tu fais confiance à Allah, que tu fais des rappels, que tu fais les causes, parce que tu restes pas effectivement assis dans ton canapé en disant bon, qu'est-ce qui va arriver? Non, et ben ça fonctionne. Ça fonctionne. Ouais. Et après, je me permets de nuancer juste un tout petit peu parce que c'est super intéressant, c'est super important ce que tu dis, mais c'est pas parce qu'on fait les causes qu'on a les résultats. Des fois, en fait, des fois on se dit bah ouais, je fais les causes et ça vient pas. Mais oui. Bah ouais, mais patience. c'est parce que Allah il a décidé autrement en fait, Mais oui, il a décidé mieux que Bah, pour clairement. nous, pour toi. Mais clairement. Donc c'est
Enfin, c'est marrant parce que vraiment, on a j'ai l'impression aussi dans notre société actuelle qu'on nous pousse à, tu sais, le quand on veut, on peut et tout. Oui. Mais c'est faux en fait. Ouais, Nous, ouais. on peut faire que les causes. Mais Et il clairement. faut les faire. Mais oui, Et après, deuxième étape, tawakkul, le confiance en Allah. mais c'est ça. Et ça, on l'oublie souvent. Mm. Mais après, t'as totalement raison. On fait les causes, on avance, on patiente et on sait pourquoi on le fait. Mais c'est ça en fait. Et puis on se dit que, enfin moi perso, j'arrête pas de me dire, si j'ai pas maintenant, j'aurai peut-être plus tard. Et si j'ai pas plus tard, j'aurai encore plus tard. Et c'est mon dos qui m'a permis de faire ça. Parce que je priais tous les jours en disant, mais quand est-ce que tu vas m'aider, quand est-ce que... Et puis, il a fallu 1 an et demi. 1 an et demi après, bim. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, non. Faut être patient. Ouais. C'est dur. En fait, c'est ça qui est difficile. C'est la patience, surtout à une époque où tout va trop vite, où on a tout sur un plateau d'argent, entre guillemets. Ouais. Tu sais, avant, ils cultivaient pour avoir leurs légumes. Maintenant, t'appelles Uber des Eats, marques, ça y est. et voilà. Je savais pas si je pouvais le dire. Pardon, Et donc, t'appelles et c'est bon, on t'apporte à manger. Donc, on a tout tellement vite que du coup, on en oublie qu'il faut savoir c'est être vrai. patient. C'est vrai, c'est un beau rappel ça. Et en même temps, je rebondis sur ce truc de quand t'es entrepreneur, tu te demandes si le mois prochain tu auras. Mais en fait, c'est pareil quand t'es salarié. Hein. Qu'est-ce que t'en sais que t'auras un salaire le mois prochain? Qu'est-ce que t'en sais que la boîte va faire faillite? Qu'est-ce que t'en sais que ceci, cela? On a l'impression que le CDI, c'est c'est la vraie stabilité. Pas l'Eldorado, parce que maintenant l'Eldorado c'est l'entrepreneuriat. Oui, mais ça c'est sûr. Mais on a l'impression que c'est la sécurité. Mais il n'y a pas. Enfin, non, Oui, clairement. ça veut rien dire. On l'oublie ça, tu vois, quand t'es dedans, tu te dis... on l'oublie complètement. on a tellement bien vendu le CDI Ouais. que tu te dis, ah c'est bon. Mais bon, on je suis l'oublie tranquille. et en un sens c'est vrai que c'est plus simple. C'est plus simple. Mais comme tout, tout a son lot d'avantages et d'inconvénients Oui, bah et ça, ça c'est dépend sûr. vraiment de qu'est-ce que moi je veux. Et c'est important aussi de ne pas critiquer le salariat parce que déjà quand on est entrepreneur, Inch'Allah, si Allah nous permet, le but C'est c'est ça. qu'on grossisse. Oui, bah oui. Et qu'après, peut-être qu'on emploie. Moi, Inch'Allah, hein, une de mes ambitions, c'est peut-être d'embaucher d'autres personnes. Amin. Et d'embaucher des femmes musulmanes qui pourront porter leur hijab et qui pourront faire leur prière à l'heure, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. Le rêve Donc, absolu. Le fait d'être salarié, c'est pas un problème en soi. C'est vraiment Non, pas un problème. c'est Donc sûr. c'est que chacune trouve ce qui. Oui, il faut être bien en fait, c'est ça le but, Ouais. c'est de se sentir à l'aise là où t'es. Tellement. Alors, on dévie. Désolé. Et du coup, c'est vraiment super intéressant. On a parlé plein de choses. Est-ce que tu veux bien nous parler aussi d'aujourd'hui Donc, on l'entend, tu es dans cette nouvelle vie, entrepreneur à ton compte, avec ses hauts, ses bas et ainsi de suite. Est-ce que tu peux nous dire un peu aujourd'hui, est-ce qu'il y a une épreuve que tu vis actuellement et qui n'est pas forcément facile? Parce que souvent, ce qu'on a tendance à faire, et c'est normal, hein, on parle souvent, comme tu l'as fait, et c'était très bien, et merci, de nous parler des épreuves passées. Et c'est super intéressant quand on parle des épreuves passées, parce que ça nous permet d'avoir le recul nécessaire pour voir les choses. Mais est-ce que tu aurais envie, la possibilité de nous parler d'une épreuve que tu vis aujourd'hui, sans rentrer forcément déjà sans parler de péché ni autre? Oui. Voilà. L'entrepreneuriat. Sincèrement, il y a des mois où c'est compliqué parce que, en fait, il y a des fois, c'est frustrant parce que tu passes un temps fou à bosser sur ton site, tes supports, à te faire de la pub, à en parler et tout. Et des fois, tu ne vois pas les résultats. Alors moi, je suis quelqu'un qui n'est pas patient. Ça, c'est vraiment extrêmement difficile parce que je veux tout rapidement et j'ai du mal à patienter. Et du coup, il y a des moments où je vais avoir des bad moods, où il va falloir que je m'enferme toute seule. En plus, je suis quelqu'un de très sensible, donc il y a plein de trucs qui font que j'ai besoin d'être toute seule. Et où il va falloir que... Ok, bon, là, ok, on va se détendre. Tu es en sécurité. Non, mais vraiment, c'est comme ça. Tu es en sécurité, tu as à manger, tu as un toit, tu es en bonne santé maintenant. Ton fils est en bonne santé, alhamdoulilah. Détends-toi, ça va venir. Et je crois qu'actuellement, c'est vraiment l'épreuve pour moi qui est le plus difficile, c'est cette patience qu'il faut avoir. Et la peur, parce que je suis maman solo, tu as toujours cette espèce de peur de... surtout que mon fils manque de quelque chose ou que je remplisse pas le frigo comme il faut. Ou, tu vois, j'ai toujours cette peur. Là, ce mois-ci, cette période, du mois, j'ai l'impression aussi que c'est par rapport à nos cycles. Hein, je lâche ça comme ça, mais qu'il y a des moments dans le mois où je suis plus détente que d'autres. Ouais. Et actuellement, je pense que c'est vraiment l'épreuve pour moi qui est la plus difficile. Devoir patienter et de pas avoir l'impression de voir les résultats comme j'aimerais qu'ils soient en fait. C'est ça qui est dur. Et du coup, qu'est-ce que tu penses qu'Allah t'apprend avec cette patience, hein, je te jure, vraiment la patience. Mais en quoi concrètement? Déjà, le fait d'avoir confiance en lui,
Parce que je pense que tout vient de la foi. Ouais. Tu vois, quelque part, ça démontre que j'ai pas confiance en lui à 100% et que j'ai toujours cette peur qu'il va pas m'apporter ce dont j'ai besoin. Donc, forcément, ça me permet de me dire, bah, c'est pas vrai, en fait. Comme je t'ai dit, le mois dernier, j'ai terminé, je manque de rien, tu vois. Alhamdoulilah, j'ai eu à manger sur la table, enfin, tout va bien, tu vois, finalement. Donc, je pense que vraiment, ça m'apprend qu'il faut, et je pense que c'est ça aussi qui est bien dans l'entrepreneuriat, plus que dans le salariat, c'est que du coup, tu travailles ta foi tout le temps. Beaucoup plus que quand t'es dans le salariat. Parce qu'effectivement, en le salariat, tu sais que tu as le salaire à la fin du mois. Donc, t'as pas ce... Il faut peut-être que si là, aujourd'hui, j'ai pas, peut-être que c'est à cause d'un péché que j'ai commis. Parce que, voilà, des fois, on commet un péché. Et du coup, qui fait que il faut qu'on pense à Allah, à lui demander pardon. Et qui fait que ça bloque plein de choses, tu vois. J'ai perdu le fil. C'est pas grave. Et en plus, je voulais rebondir sur un truc. Attends. Ouais, juste avant. Parce que je disais que le salariat, justement... ça faisait que tu avais l'impression d'avoir une certaine sécurité et que peut-être tu disais que tu avais moins... Enfin, moi, je sais que quand j'étais dans le salariat, je me disais peut-être que j'avais moins besoin d'invoquer. Parce que je savais qu'en fait, de ce point de vue-là, à la fin, j'avais ce salaire. Ouais, et c'est super intéressant que tu fasses le parallèle là, parce que moi, ce que je me dis, c'est que, imagine, il y a des gens à qui ça arrive, hein, mais toi, c'est pas ton chemin, apparemment. C'est pas le mien non plus, écoute. Mais ce truc de, en fait, tu démarres ton aventure entrepreneuriale, et quelques mois après, boum, tout marche, tout fonctionne, tu vois. Et le truc, c'est que, alors probablement que ça leur sert aussi d'une autre manière à ces personnes-là, hein, parce qu'Allah, il nous donne les bonnes épreuves pour nous. Et la richesse est une épreuve, bien entendu. On a tendance à l'oublier, mais c'est une épreuve. Mais c'est vrai. Mais le fait de patienter comme ça, tu vois, peut-être que si tu avais eu la richesse, on va dire, immédiate, et bien peut-être que du coup, tu n'aurais pas travaillé ce tawakkul, justement. Tu vois ? Oui, et puis je pense aussi que j'aurais pas géré. Ouais. Ça veut dire quoi ? Tu te retrouves pas de tout à rien, mais d'un salaire moyen à tout. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec ça ? Déjà, qu'est-ce que tu fais ? Ça, c'est une bonne question. Et c'est une très très bonne question qu'on oublie. Parce qu'on sera questionné sur chaque euro, chaque centime qu'on dépense. Mais carrément. Et du coup, ça, c'est une très très bonne question. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Comment je gère aussi ? Parce que tu sais, quand... ça, c'est un truc qu'on oublie souvent, mais plus tu as de clients, plus c'est difficile à gérer, en fait. Parce qu'il faut donner de l'attention à chaque personne. C'est ça. Enfin, on n'a pas le même métier, mais on travaille en collaboration avec des personnes. Enfin, voilà, on travaille avec des personnes, on accompagne. On est dans de l'accompagnement toutes les deux. Et du coup, plus tu as de personnes à accompagner, c'est ça. Plus ton temps, déjà, il est limité pour chaque personne. Donc, c'est comment tu donnes autant d'attention à chaque personne. Mais carrément. Donc, il y a plein de problématiques qui viennent avec une entreprise qui croît vite. Et ça me rappelle, je dévie un peu, mais ça me rappelle des stats au sujet d'entreprises qui grandissent vraiment très très vite. Et il y en a plein qui font faillite, en fait, après. Parce que je pense qu'ils savent pas. Parce que c'est difficile, pour savoir, pour scale, pour embaucher, il faut embaucher les bonnes personnes et tout. C'est hyper dur. Et il y en a plein qui font faillite. Donc, la patience et la croissance lente, c'est important, en fait. Je pense. Et puis, ça t'apprend plein de choses aussi. Déjà, à gérer l'argent qui rentre. Qu'est-ce que t'en fais ? Est-ce que t'investis ? Et si t'as plus, qu'est-ce que tu vas en faire ? Comment tu vas investir ? Et donc, oui, franchement, je pense que... personnellement, je pense que c'est ce qui me correspond le mieux, malgré tout. Que le truc d'un coup, je ne saurais pas quoi faire. Moi aussi. Mais au début, on est frustré. On est frustré parce qu'on se dit, encore une fois, je fais les causes et tout. Oui. Et puis, tu sais, tu regardes les réseaux, il y en a qui te vendent des trucs. T'inquiète, fais ça et en 15 jours, t'auras ça. Non, c'est faux. Tellement. Mais il y en a plein qui te vendent ça, donc on te montre pas forcément les bonnes choses en plus. Non, et vraiment, du coup, message, ça tombe, il n'y a pas de hasard, donc j'en parle ici. J'étais avec une coachée tout à l'heure qui a investi une très grosse somme de rien dans un accompagnement, en plus avec des personnes de la communauté, un accompagnement business. Et en fait, ils lui ont vendu du rêve. Ils lui ont vendu du rêve et c'est vraiment hyper triste. Et après, moi, je me dis que malheureusement, cette personne qui a vendu du rêve, elle va le payer ici ou après. Et que ma coachée, elle va le gagner ici ou après, peu importe. Mais c'est quand même injuste et donc faites attention, faisons tous attention à ce qu'on nous vend. Exactement. Soyons des êtres doués d'intelligence, n'est-ce pas ? Utilisons notre intelligence pour savoir que c'est pas possible en fait. Et quelqu'un qui te vend, moi de manière générale de toute façon, quelqu'un qui te dit écoute tu fais ça et tu vas avoir ça, mais c'est faux. Ils sont qui pour dire ça ? C'est des devins. Mais c'est ça. Mais moi je le vois dans le sommeil. Bien sûr. Dans le sommeil. Oui, mon enfant il dort pas. Comment je fais pour qu'il dorme toute la nuit ?
J'ai pas de baguette magique. Tu donnes un somnifère, peut-être que ça marche, mais À la est-ce que c'est ça qui Voilà, c'est ça. Mais bah non. en fait, encore une fois, je pense que les parents, n'importe qui en fait, on a besoin d'un résultat tout de suite. C'est clair, ouais. Non, on veut pas patienter, on veut pas prendre en compte le fait que l'enfant, en l'occurrence, il est immature et que c'est physiologique. Ouais. Encore une fois, les réveils, j'aime trop parler de ça, parce que quand on y réfléchit, c'est ce qui nous a permis pendant des milliers d'années de survivre, les réveils nocturnes. Pourquoi ? Parce que fut un temps, on n'avait pas tout le confort qu'on a aujourd'hui, et que quand tu dormais dans une grotte, tu pouvais à tout instant te faire attaquer par un loup. Et donc, instinctivement, tu te réveillais pour survivre. Maintenant, l'industrialisation a fait que tout ça, ça ne nous sert plus. Mais à la base, ils sont là pour quelque chose. Et les réveils nocturnes des enfants, ils sont là aussi pour la mort subite du nourrisson. Et ça, on l'oublie. Ouais. Et du coup, on veut que l'enfant dorme vite, alors qu'il n'est pas fait physiologiquement et que de toute façon, qu'Allah, il ne l'a pas créé comme ça. Ouais, c'est ça qu'on oublie. C'est souvent qu'on oublie comment Allah nous a créés, pourquoi, et la patience, comme tu dis. Je pense que c'est clairement une épreuve qu'on a tous aujourd'hui. C'est ça. Le truc qu'on me dit tout le temps, et moi la première, je l'ai dit plein de fois maintenant, alhamdoulilah, j'essaie d'arrêter de le dire, c'est j'ai pas le temps. Oui. J'ai pas le temps pour ci, j'ai pas le temps pour ça. Mais c'est vrai, c'est tellement Allah, vrai. il nous a donné 24 heures dans une journée à tous, oui. ok ? Maintenant, c'est qu'est-ce que tu fais de ce temps ? C'est ça. Comment j'utilise le temps à bon escient ? C'est pas, ça. J'ai pas le temps, on a tous le même temps. Après, est-ce que la question c'est, est-ce que tu utilises ton temps à bon escient, bien sûr, et c'est aussi, est-ce que tu as envie d'en faire trop, en fait ? Est-ce que tu as envie d'en faire plus que ce que Allah te permet de faire ? C'est ça. Donc faisons avec le temps qu'Allah nous a donné. Et ça, on oublie souvent parce qu'on est dans une société qui nous éloigne de notre fitara, en fait. Finalement. Mais clairement, tout doit aller à la vitesse de la lumière. C'est clair. Et du coup, on parlait un petit peu de sommeil, et je sais que c'est une de tes spécialités, d'ailleurs je t'ai consultée pour ça, voilà. Mais du coup, de manière générale, est-ce qu'il y a des choses qui reviennent beaucoup avec les mamans que tu accompagnes et qui pourraient être utiles là aux mamans qui nous écoutent, des conseils, tu vois ? Allez, je vais aller même plus loin, je vais t'embêter. Quel est le conseil que tu donnerais aux mamans de manière générale, un truc qui pourrait les aider ? C'est le même que je donne tout le temps. Ouais. Écoutez-vous. Écoutez-vous. J'ai un nombre, je pourrais même plus te dire combien de mamans qui m'ont dit « Je suis sûre que mon enfant, il a des problèmes gastro-intestinaux, une douleur quelque part, il y a quelque chose. Je sais qu'il y a quelque chose. Ouais. Mais je vais voir les médecins et ils ne m'écoutent pas. Ouais. » Et à chaque fois, je leur dis « Pas grave, changez de médecin. Allez voir le médecin qui vous écoutera. » Et dans 100% des cas, vraiment, allez, on va dire 99%, voilà, on détecte quelque chose. Ouais. Une fois, on a détecté un syndrome de Kiss, une fois, on a détecté un reflux interne qui passe inaperçu pour beaucoup d'enfants et qui est très douloureux. Donc, vraiment, j'invite toutes les mamans à s'écouter. Si elles pensent qu'il y a quelque chose qui dérange leur enfant, mais n'ayez pas peur de... Et c'est ça qui est embêtant, c'est de consulter peut-être 15 personnes différentes, parce que, pour moi, on sait au fond de nous. Ouais. On le sait. Et il faut savoir s'écouter. Pour moi, c'est vraiment le conseil le plus important pour une maman. Et on a appris à éteindre notre instinct. Et ça, c'est triste. C'est vraiment triste. Mais je pense que c'est un très, très, très bon conseil. Et je me permets d'ajouter un conseil au tien. Écoutez-vous quand il s'agit de vos enfants, mais aussi quand il s'agit de vous. Parce qu'on a tellement tendance à s'oublier, à pas s'écouter, à se faire passer après. Et à l'autre extrême, d'écouter que... Le but, c'est, je vous dis pas écoutez vos patients et tous vos besoins. Non, mais écoutez vos besoins. Et il y a un temps pour tout, en fait. C'est le juste milieu de notre religion. C'est ça, exactement. Et du coup, de s'écouter, parce que si on s'écoute pas, on sera pas non plus la meilleure maman pour notre enfant. Ah non, mais clairement, il y a beaucoup de mamans qui s'oublient. Bien sûr. Parce que notre société veut qu'on soit des mamans parfaites, qui savent faire manger à l'heure, que des plats maison, que des activités Montessori ou que sais-je, où on sort tous les jours, où on n'est jamais fatigué, où la maison elle est nickel. Et en fait, c'est pas humain. Et puis t'es à ton compte, et puis tu travailles, et puis ceci. Ah non, mais c'est pas humain. Bah non. Non, c'est pas humain. Après, moi j'aime bien dire, parce que je suis quand même ambitieuse, toi aussi, j'aime bien dire que c'est possible. C'est possible, mais, et c'est là que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, pas au rythme qu'on l'imagine, mais en mode superwoman. Carrément. Moi, c'est vraiment ce que j'apprends, mon psy, il a 1 an et demi là, c'est aussi ce que j'apprends à tout doucement à faire, c'est à faire moins en fait. À faire moins et me dire, écoute,
tant pis, ça va être moins rapide que quand t'avais pas d'enfant. C'est normal. Mais oui. Donc ta boîte, ça va se lancer mais moins rapidement qu'avant. Tout en fait, même les repas, ça va être moins sophistiqué qu'avant. Il y a des fois ça sera bien, il y a des fois ça sera bof et c'est pas grave. Il y a des trucs qui traînent dans la maison et c'est pas grave. Oui. Enfin voilà. Et faut savoir lâcher prise. Exactement, faut savoir lâcher prise, essayer de profiter de chaque moment en fait. C'est un peu bateau ce que je dis, mais c'est vrai. Mais le temps passe vite en plus. Le temps passe vite et de se dire il y a un temps pour tout. Et bien sûr qu'en fait, et ça c'est aussi un gros sujet, mais bon, on va peut-être pas en parler pendant tout l'épisode là, mais de nos priorités en fait, parce que quand tu deviens maman, comme tu l'as très bien dit, en fait ton travail il est passé au second plan à ce moment-là. Ah bah oui, clairement. Voilà. Et après, il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, ton fils, il a grandi, donc tu as plus de temps pour ton boulot. Mais en même temps, il y a un temps pour tout. Mais c'est vrai, non, mais c'est vrai. On ne fait pas des enfants pour les garder petits toute notre vie, et on ne fait pas des enfants pour qu'ils soient grands tout de suite. Donc, il y a un temps pour tout, et c'est d'avancer avec le temps qu'Allah nous donne, encore une fois. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Alors, trop bien, merci pour ce conseil, je pense qui est simple et en même temps qu'on n'écoute pas. Alors écoutez-vous. Mais oui, non, mais vraiment, c'est dommage. Mais en même temps, c'est la société, encore une fois, qui nous renvoie le fait que quand tu consultes 15 médecins et que les 15 ils t'ont dit mais non, il n'y a rien, il y a un moment, tu oublies de t'écouter. Tu te dis que le problème, c'est toi. Hein. Mais oui, mais ça nous arrive tout le temps. En plus, on est constamment jugé pour plein de choses. Et tu vois, tu parlais de consulter les médecins, ça me fait penser quand il n'y a pas longtemps, là, j'étais aux urgences pour mon fils. C'était la 2e fois dans la même semaine. Et je me suis dit, non, mais attends, je vais y aller. Ils vont encore me. Enfin, ils vont encore parce que c'était utile la première fois, mais bon, c'était pas non plus très grave. Et en fait, la 2e fois, en plus, tu sais, à la salle d'attente, ils font passer les plus urgents. Et c'est normal. Oui. Et moi, ils m'ont pas fait passer tout de suite. Je me dis, purée, je suis venue pour rien. Je suis pas urgent. En plus, mon fils, en fait, même quand il est malade, il court partout, il s'en fout. Donc, ils ont l'impression qu'il est pas malade. Et après, ils le prennent, ils me disent ah oui, quand même, oh là là, il a de la fièvre, ça va pas, il faut qu'on le fasse ci. Et du coup, tu te dis heureusement que je me suis écoutée. Mais clairement. Heureusement. Mais vraiment. Et en plus, vaut mieux être. En fait, t'es jamais ridicule de toute manière. Vaut mieux s'inquiéter un peu trop que. Mais tu sais, c'est ce que je dis au moment. Je dis vaut mieux trop consulter que pas assez et passer à côté de quelque chose. Tu vois, quand j'étais enceinte de mon fils, on avait un petit rituel. C'est que quand je prenais ma douche, je mettais le pommeau de douche sur mon ventre et il me donnait des coups de pied. Ok. Et en fait, un beau jour, je passe le pommeau, rien. Ah, purée. Ok. Je me dis, je vais attendre que la journée se passe. Je commence un peu vouloir le stimuler, tu vois. Rien. Et je me dis, je vais quand même consulter, tu vois. On ne sait pas. J'ai été déclenchée ce jour-là. Il n'y a rien qui indiquait qu'il y avait quelque chose. Hein. Il est né, ils ont dit, ah oui, effectivement, son cordon ombilical était petit. Je ne me serais pas écoutée, je perdais mon fils. Parce que cordon ombilical trop petit, il s'oxygène mal, il se nourrit mal. Enfin, voilà. Donc finalement... Vraiment, mais écoutez quoi. C'est clair, c'est tellement important. Un rappel pour les auditrices et aussi pour nous, je pense. Oui, tout rappel est bon à prendre. C'est clair. Trop bien. Trop bien. Et du coup, est-ce qu'on terminerait pas l'épisode sur une petite invocation ? Tu sais, je t'avais demandé si y avait une invocation que tu faisais souvent dans le sens, pas forcément une invocation toute faite et qu'on récite, mais dans le sens... une doua que tu fais. Alors actuellement, il y en a une que je fais, la grande classique. Je demande à Allah de faire que mon fils réussisse, que rien, que ce soit d'un point de vue religieux ou même en tant qu'homme, que ce soit une bonne personne. Mais actuellement, c'est vrai que j'y ai réfléchi. Il y a aussi une autre doua que je fais particulièrement et je pense qu'on est beaucoup à la faire. C'est qu'Allah vienne en aide ici-bas ou dans l'au-delà aux pays aux enfants et aux familles de personnes qui sont dans des pays qui actuellement vivent des choses que on pense on espère ne jamais nous-mêmes vivre. C'est clair. Donc effectivement en ce moment je sais pas si je vais dire quel pays parce qu'on sait que c'est un peu problématique. Moi je m'en fiche. Je pense que c'est important de dire les choses et que la censure de Instagram et compagnie ou YouTube, on le voit. Je sais, mais je m'en fous. Enfin, c'est Dieu qui donne le lettre encore une fois. Non, mais donc je me dis tout le temps, peu importe, on peut dire Palestine. Voilà, carrément. J'aurais dû m'habiller en conséquence. Mais vraiment qu'Allah vienne en aide à ce peuple, au Congo aussi, parce que je sais que c'est difficile. Il y a pas que eux, il y en a d'autres aussi. Les Ouïghours, il y en a plein. Mais quand tu vois ce qui se passe en Palestine actuellement, c'est un autre niveau, quoi. J'ai pas les mots en fait. Donc vraiment qu'Allah leur vienne en aide, leur donne la patience encore une fois, et leur fasse pas oublier que certes ce qu'ils vivent c'est hyper difficile, mais il y en a combien qui aujourd'hui sont au paradis
et qui le seront plus tard. Même si quand t'es pas croyant, parce qu'il y aura peut-être des croyants qui tomberont sur cette vidéo, qui se diront ouais, non. Mais en fait, ils vivent des choses innommables. Mais Allah, il va les récompenser pour ça. Ouais. Vraiment. Moi, Si justice n'est pas faite ici-bas, elle le sera dans l'au-delà de toute manière. Et tu sais, je pense que tu dis qu'Allah leur permette de savoir ça, mais je pense qu'eux, ils le savent. Ouais. C'est Plus nous. que nous. Ouais, oui. C'est nous qui savons pas ça. C'est nous qui n'avons pas conscience. Clairement. L'épreuve, oui, elle est pour eux, mais elle est aussi et surtout pour nous. Parce que vraiment. En fait, c'est un rappel. Hein. Mais oui, bien sûr, c'est un rappel. On se demande souvent pourquoi Allah il laisse faire les choses comme ça. Déjà, il sait mieux que nous, ce qui est mieux pour nous. Mais c'est aussi un très très grand rappel, vraiment. Bah tu le vois, hein, quand tu tombes sur des vidéos, tu les vois, ils invoquent et tout, et toi tu te dis, mais est-ce que j'y arriverais ? Si tu vivais pareil, est-ce que tu ferais comme eux qui viennent de perdre des enfants et tout ? Ils ont une foi qui est incroyable. C'est un exemple, vraiment. Ouais, c'est un exemple. Ouais. Trop beau. Bah, c'est trop bien de finir sur ça. Merci beaucoup Laura. Merci à toi. Vraiment, c'était un plaisir. Carrément. On recommence quand ? C'est clair. Non, mais avec grand plaisir. Une prochaine fois sur une thématique. Si vous avez envie, les auditrices là, si vous avez envie d'un sujet plus particulier à approfondir avec Laura. Avec plaisir. Je reviens avec plaisir. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes mes sœurs. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si c'est le cas, j'imagine qu'il t'a apporté. Et dans ce cas, n'hésite surtout pas à le partager autour de toi. C'est un vrai cercle vertueux de Hassanet. Et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à laisser un avis accompagné de 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Qu'Allah te préserve ma sœur et te facilite tout ce qui est un bien pour toi.